Il n'aurait jamais imaginé être infidèle. Belle vie, un bon métier, des bons revenus, des projets d'avenir. Là, c'était un très bel amour de jeunesse. Je lui étais fidèle la première année, donc tout va très bien. Jusqu'au jour où ils ont dérapé. Blonde, belle, féminine, attirante. Il m'a regardé, il m'a dit waouh. On a fait ce qu'il fallait pas faire. Vous êtes sauté dessus? Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Une infidélité qui leur a coûté très cher. C'était carrément un méga tsunami. Tout s'est effondré, qu'elle est partie. Ah, pour quelqu'un d'autre? Oui. Alors là, ça a été la descente aux enfers? L'abysse. Mais depuis leur coup de canif, ils tentent par tous les moyens de reprendre le dessus. T'as fait du mal, tu t'es fait du mal, et il y a des choses à ne pas refaire. Vous avez retrouvé quelqu'un? Oui, il n'y a pas longtemps. Je suis super contente de t'avoir rencontré et que tu m'as apporté une famille comme ça. Je vous aime. Mais non, c'est on t'aime. Bonjour à tous. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui avec Frédéric est inspiré d'une histoire qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois. La liaison supposée du président de la République avec une comédienne. Frédéric, quand on est une personnalité publique, qu'on soit président, artiste, présentateur ou présentatrice de télévision, quelles répercussions peut avoir une infidélité quand elle est dévoilée au grand jour ? Eh bien, en fait, ça peut avoir un impact très négatif parce qu'en tant que personnage public, on a un rôle social à jouer et donc on incarne un certain nombre de valeurs. Plus on va avoir à cœur d'incarner des valeurs de moralité, d'intégrité, d'honnêteté, plus le dévoilement de cette infidélité va avoir un impact en termes d'image et surtout altérer la crédibilité de cette personne. Moi, je le vois aussi beaucoup en province, où le dévoilement d'une infidélité peut avoir un impact au niveau professionnel. Ça peut mettre la personne au banc d'un certain nombre d'instances, d'associations. Mais surtout, ce que je note, et dans les femmes que je reçois, il y a vraiment un traitement différent en fonction du fait d'être un homme ou une femme. Hélas, Et encore aujourd'hui, en 2014. Encore aujourd'hui, et on se rend compte que l'infidélité masculine, il y a toute une indulgence à l'égard de l'infidélité masculine. Alors, l'infidèle est un héros. c'est ça, c'est une forme de virilité, quelque part, dans l'inconscient collectif, alors que la femme infidèle va être jugée très sévèrement, va être une salope, entre guillemets, et moi je vois certaines femmes qui vont vraiment être mises à mal par la révélation d'une infidélité. On va leur retirer certaines fonctions, par exemple des fonctions avec des enfants, dans certaines associations caritatives, parce qu'elles ne sont plus censées incarner certaines valeurs. Donc il y a un mélange, un amalgame qui est fait entre vie privée et vie publique. Cette infidélité a bien failli leur coûter très cher. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Les invités dont nous allons découvrir l'histoire étaient loin d'imaginer l'impact qu'une relation extra-conjugale allait avoir sur leur vie privée, mais aussi sociale et professionnelle. Ils nous raconteront les difficultés qu'ils ont rencontrées et nous expliqueront comment ils ont réussi à entamer une nouvelle vie. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouverons Séverine, une maman dont le témoignage nous avait marqué il y a 2 ans et demi. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, le prix de la trahison. Et on salue Richard. Bonjour Richard. Richard, c'est vous qui nous avez appelés pour participer à notre émission. Pour quelles raisons avez-vous répondu à notre appel à témoins ? J'ai répondu à cet appel à témoins parce que je me sentais très concerné. Parce que pendant des années, l'infidélité, j'ai été en plein dedans. Ça m'a poursuivi pendant plus de 20 ans. Et donc l'appel à témoins, c'était moi, c'était mon histoire, quelque part. Ça vous a coûté cher ? Ça m'a coûté, oui, très cher.
Alors, pour mieux comprendre votre parcours, on va remonter le fil du temps jusqu'à votre première histoire d'amour. Comment elle a commencé, cette première idylle? Première idylle, j'avais 18 ans. Et là, j'ai rencontré ma première compagne. Et la première année, donc tout va très bien. Ensuite, j'ai été appelé sous les drapeaux, comme on dit. Donc, j'ai fait mon service militaire pendant 1 an. Vous lui avez été fidèle? Je lui ai été fidèle les 3 premières années. Alors, au bout de 3 ans, votre compagne est tombée enceinte. Est-ce que cette nouvelle vous a poussé à rester fidèle, à faire durer cette relation? Non, au contraire. Je pense que quand j'ai appris que j'allais être papa pour la première fois, je pense que j'ai eu peur. Et j'ai continué de plus belle mes sorties et de plus en plus mes infidélités. Vous les avez commencées à ce moment-là? Vous aviez déjà commencé? C'était tout. C'était sur les qui-vive, ouais. D'accord. Bon, donc là, ça n'a, au contraire, le fait de devenir père, ça vous a entraîné à plus d'infidélité? Oui, encore plus d'infidélité quand je suis devenu père. Vous aviez plusieurs maîtresses en même temps? Oui. Il paraît que c'est une garantie pour ne pas tomber amoureux. C'est faux. C'est faux, puisque par la suite, bien après, je suis quand même sur une de mes maîtresses. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Non, mais je croyais que le fait d'en avoir plusieurs, c'était une protection. C'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas. Comment vous viviez ces doubles vies, ces doubles, triples, voire quadruples vies? J'avais assez facile vu mon métier, donc je pouvais rentrer plus ou moins quand je voulais. Je pouvais trouver des excuses bidons, mais bon, voilà, c'était pas compliqué pour moi. Bon, sauf qu'apparemment, vous êtes tombé amoureux. Après, oui, je suis tombé amoureux d'une autre compagne. Alors, au bout de 3 ans, vous avez fini par prendre votre courage à 2 mains et tout avouer à votre compagne. Pourquoi vous lui avez avoué? Parce que la situation ne pouvait plus durer, tout simplement. Pourquoi? Parce que vu que j'étais tombé amoureux d'une autre... donc vous étiez déjà tombé amoureux? J'étais tombé amoureux après, oui. D'accord. Donc là, tombé amoureux au point de vouloir vivre avec elle? Oui. D'accord. J'ai voulu vivre avec elle. Oui, j'ai mis un terme à la première relation pour en avoir une deuxième. Je pensais justement arrêter mes infidélités. Je me dis, je suis tombé sur la bonne. Si je suis fidèle, c'est parce que la première n'était pas la bonne. Celle-ci, c'est la bonne, donc voilà. Et alors? Et alors, il s'est avéré que, avec les années... ça a duré combien de temps? Fidèle? Fidèle, au moins 3 ans. Ouais, c'est ça. Vous avez des cycles de 3 ans. On est toujours dans les 3 ans. Il faut savoir que la seconde, elle est également tombée enceinte. Après 3 ans, par là, oui. Donc, alors, si je comprends bien avec vous, il ne faut jamais tomber enceinte. Si, parce que maintenant, avec l'âge et le recul, ça n'a plus rien à voir. Mais à ce moment-là... Bon, donc ce n'était pas une bonne nouvelle pour vous qu'elle tombe enceinte. À nouveau, vous avez eu peur? Est-ce que j'ai eu peur? Oui, je pense, comme la première fois, je n'ai pas su assumer cette paternité. Et à ce moment-là, vous êtes allé voir ailleurs? Et à ce moment-là, j'ai été voir ailleurs, oui. Elle l'a su? Pas tout de suite, non. Elle était jalouse, elle? Plus que la première? Fortement. Bon. Et elle a fini par tomber sur une preuve accablante? 2 preuves, oui. La première, c'est une lettre qu'une bienveillante est venue mettre en dessous de ma porte. Et ensuite, la deuxième preuve, ça a été téléphone, bien sûr. SMS, d'une autre encore. Voilà. Donc ça, plus ça a commencé à faire beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait d'aller voir ailleurs? De séduire, de plaire, le goût du risque? Le goût du risque, je n'irai pas jusque-là, puisque c'est plutôt embêtant. Mais séduire, oui. Alors pourquoi séduire? Parce que tout au début, quand j'étais plus jeune, j'ai pas tellement plu aux femmes. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en général, on plaît mieux quand on est jeune et moins quand on est plus âgé, encore que. Et là, quand j'ai vu que je plaisais, il m'en fallait plus. Vous êtes vengé sur le passé? Un peu, oui, je pense, peut-être, inconsciemment. Est-ce que vous vous regardiez facilement dans la glace?
J'imagine que vous n'avez pas dû être toujours un gentleman avec vos conquêtes, Non, du tout. Du tout. voire même Même pire que plus- ça. Oui, pire que ça. Vous le saviez? Je m'en suis rendu compte plus tard. Ah bon, sur le moment, vous ne le saviez pas. Sur le moment, Vous ne posiez pas la question. sur le moment, je m'en voulais pas parce que c'était pas de ma faute si j'allais voir ailleurs. Ah bon? Pour le moment, c'était pas de ma Bah, faute. c'est c'était- facile de se dire c'est- ça. Ah oui, je sais. Ah, c'est ça. Est-ce que les femmes vous l'ont fait comprendre? Ou l'une d'entre elles vous l'a fait comprendre peut-être? Oui, la deuxième, oui. La deuxième m'a fait comprendre que, oui, bien sûr, que j'étais on peut le dire, un salaud. Donc elle vous a quitté? On s'est quitté d'un commun accord. Enfin, d'un commun accord, mais vous seriez bien resté si elle avait accepté la situation. Je serais resté. Elle l'a accepté très longtemps, la situation. Donc elle vous a quitté. Elle était très patiente. Et cette rupture a eu des répercussions dans votre vie. Oui. Vous nous en direz plus tout à l'heure. On peut parler même de descente aux enfers et nous découvrirons comment vous avez réussi à rebondir dans un reportage. Mais d'abord, une réaction de Frédéric à ce premier témoignage. Eh bien, en fait, je crois que l'infidélité chronique de Richard, il l'a d'ailleurs exprimé, cache un vide intérieur et traduit un état de manque permanent, comme s'il allait chercher dans le regard de toutes ces femmes une preuve de son existence, une preuve de sa valeur, une preuve qu'il est aimable. Et souvent, d'ailleurs, certains infidèles chroniques sont dans cette quête de séduction, qui est vraiment un besoin d'être rassuré sur sa propre valeur, et ça indique réellement une faille Et narcissique. ça peut venir d'où, cette faille narcissique? D'un manque dans la relation à la mère, souvent, le sentiment de ne pas avoir été suffisamment aimé, suffisamment reconnu aussi dans sa valeur, le sentiment de ne pas avoir eu son unicité, et du coup vont la chercher ailleurs dans une quête incessante de conquête et cherchent dans le regard de l'autre cette particularité, cette manière de dire « je suis unique ». Alors il y a Ça aussi... vous parle? Oui, ça me parle. C'est pour ça que j'écoute bien. Est-ce que ça peut être aussi la reproduction d'un père infidèle, par exemple? Absolument. On rejoue aussi parfois dans l'infidélité. Beaucoup d'infidèles chroniques rejouent une histoire familiale. C'est-à-dire, pas seulement un père, d'ailleurs, ça peut être aussi une mère infidèle, une famille dans laquelle la valeur de la fidélité n'est pas du tout importante, ou des souffrances liées à l'infidélité. Donc là, on rejoue une histoire familiale. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, on sépare le sexe et les sentiments. Donc c'est l'histoire de la maman et la putain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désirer la femme qu'on aime. Il y a aussi toute l'infidélité qui est liée aux crises du couple. Hein, ça peut être peut-être un peu ça, puisque ces infidélités ont démarré à chaque fois que votre compagne était enceinte. À chaque fois, oui. Mais c'est fréquent, hein. Souvent il y a à la fois c'est un sentiment d'être responsable de quelqu'un d'autre, donc il y a une peur, mais il y a aussi une autre image de la femme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réellement la voir comme un objet de désir. Donc il y a peut-être dans votre cas plusieurs choses qui se mélangent. Lucille, bonjour. Alors, vous, Lucille, vous avez eu 2 enfants nés de 2 histoires d'amour différentes et l'infidélité n'a pas fait immédiatement partie de votre vie. On va d'abord revenir à votre premier mariage. À cette époque, vous étiez quel genre d'épouse? Parfaite, bien sûr. C'est quoi une épouse parfaite? Non, c'était c'était un très bel amour de jeunesse, un enfant né dans l'amour. Avec le recul, je pense avoir épousé un ami. D'ailleurs, nous sommes toujours en excellents termes. Nous sommes restés très proches de lui, de sa famille. Enfin, sa famille, c'est ma famille aussi. Qu'est-ce qui a mis fin à votre histoire d'amour alors? J'ai rencontré le compagnon suivant qui est le père de ma fille. Et voilà, ça a été comme une évidence. Et puis je me suis arrangée pour être libre et pour pouvoir vivre cette histoire-là. Donc mon premier mari m'a laissé aller pour vivre cette histoire.
d'où est née une petite fille. Donc avec ce monsieur, vous avez vécu pendant 8 ans. Vous vous sentiez comment dans cette nouvelle vie de couple? C'était une belle vie de couple, très simple, basée sur énormément de tendresse, de regard l'un pour l'autre. Voilà, je pense qu'on Vous étiez très amoureuse? Oui, je pense qu'on se chérissait beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que nous avions une certaine différence d'âge. Certains diront que peut-être je recherchais inconsciemment un père. Enfin, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Combien de différences? Une quinzaine d'années. Bon, vous aviez quand même des centres d'intérêt en commun? Oui, donc nous nous sommes rencontrés par la musique, puisque nous sommes musiciens tous les deux. Et puis nous avons créé ensemble un premier groupe, et puis plus tard un deuxième qui a très bien fonctionné. Donc notre vie était vraiment nourrie par la musique. Alors au bout de 7 ans et demi de vie commune, votre vie de couple a pris un nouveau tournant. Que s'est-il passé? Voilà, un jour, un homme que je connaissais déjà bien m'a fait une réflexion. Donc, il m'a regardé sur scène et il m'a dit « Waouh, en tout cas, ta voix, elle est encore plus impressionnante en live. » Et là, il s'est passé un truc. J'avais déjà entendu cette réflexion, mais voilà, quoi, c'est passé comme ça. Mais ce jour-là, j'ai eu vraiment la sensation qu'il y avait un demi-tour qui se faisait en moi. Il y a un lien qui s'est créé à ce moment-là, particulier, avec cette personne, et je ne peux pas l'expliquer. Vous direz qu'il y a eu un avant et un après. On a commencé à s'envoyer des textos, puis à se téléphoner, et dire ah, tiens, il s'est passé quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, toi? Non, je ne sais pas. Je me sens bouleversée, ben oui, moi aussi. Tu peux l'expliquer? Non, je ne sais pas. Bref, voilà. Ça a fini par se terminer au lit. La fille est vachement romantique. Pas tout de suite quand même, mais... Ça a mis combien de temps? Le thème, c'est donc ça, donc je ne vais pas mentir. Comment? Oui, le thème, c'est ça, donc je ne vais pas vous raconter de carabistouille. Ça a fini au lit, mais pas tout de suite. Puis, ça a été facile à gérer? Ça a été facile à gérer dans un premier temps, parce que c'était tellement naturel, en fait, ce qui se passait. C'était tellement naturel, tellement évident que je n'ai jamais eu la sensation de commettre une faute. C'était juste, et puis c'est tout. Et je ne mettais rien en péril, je vivais simplement quelque chose qui était juste. Voilà. Mais il est arrivé un moment où c'est devenu encombrant. Il est arrivé, oui. Un moment où ça a pris une autre tournure, cette histoire. C'est-à-dire que ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est qu'on a vécu une histoire d'amour passionnée, terriblement passionnée et dévorante. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas l'imaginer avec sa compagne le soir et réciproquement? Ah si, parce que ça c'était... Bon, je le savais, je connaissais très bien sa compagne, pour qui j'avais énormément de respect et d'amitié. Mais c'est quoi, l'envie de le voir tout le temps? On ne pouvait plus se passer l'un de l'autre en fait. On vivait l'un à travers l'autre. À la limite, il devenait ma raison d'être, je devenais sa raison de vivre. On se révélait l'un à travers l'autre, on était heureux comme jamais on l'avait été, et on ne pouvait plus envisager de vivre l'un sans l'autre. Donc vous avez fini par avouer à votre conjoint cette relation? Alors à un moment donné, effectivement, c'était plus la petite amourette de départ, ou simplement la petite expérience extra-conjugale. C'était devenu tellement fort qu'à un moment donné, s'est posé la question. Finalement, je pense qu'il faut aussi respecter notre histoire, il faut respecter nos conjoints. Et à ce moment-ci, c'est le moment peut-être de faire un choix. Alors soit notre histoire, on la vit ensemble, librement, ou alors on y met un terme. Donc évidemment, vous avez eu cette discussion avec votre amant à l'époque. Oui. Donc vous avez décidé d'en parler à votre conjoint. Voilà, alors quand je lui ai dit qu'il était temps de faire ce choix, je lui ai dit voilà, pour ma part, mon choix il est fait. C'est clair que je ne peux pas vivre sans toi. J'ai énormément d'amour aussi, de toute façon, pour mon conjoint, puisqu'en fait j'aimais deux personnes, sincèrement, de deux amours que je pouvais identifier différents,
mais sincère. Et donc j'ai décidé de... Mais de vous le avez dire. décidé d'avouer parce que, enfin, en vous disant il vous a promis de faire la même chose? Donc moi, je ne savais pas. Donc je lui ai laissé le choix. Je lui ai demandé de faire ce choix. À un moment donné, il a manifesté ce choix. Il m'a dit, écoute, voilà, moi c'est clair, ma vie, je ne peux pas la faire sans toi. Ça va être extrêmement difficile pour moi par rapport au regard de ma famille, du regard des amis. Je n'ai pas envie de faire souffrir mon épouse non plus. Tout ça, je pouvais le comprendre parfaitement. D'ailleurs, je ne l'ai jamais poussé. Je lui ai dit, OK, tu fais ton choix. Même si tu me choisis, peut-être il te faudra un temps pour quitter ta femme. Et même si tu quittes ta femme, peut-être que ce n'est pas nécessaire qu'on vive ensemble. On peut vivre chacun chez nous et vivre notre histoire librement. Et il l'a fait? Ben non. Bah voilà. Au début, oui, puis non. C'est la grosse différence, the big difference between men and women. Non? C'est vrai. Bah oui, Oui, c'est grave, très quoi. fréquent. C'est très fréquent que... très fréquent. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard? Ouais. Vous êtes posé autant de questions, vous? Non, beaucoup moins de questions. Moi, non. C'est plus facile pour les hommes, je crois. C'est plus facile pour les hommes? Ouais, c'est moins... C'est parce qu'ils viennent de Mars. Ça doit être ça, les femmes de Vénus. Non, mais il y a souvent, les femmes ont besoin d'aller au bout d'un choix, d'être claires, honnêtes, de pouvoir se regarder en face dans la glace. D'ailleurs, dans les situations de difficulté de couple, dans 80% des cas, c'est la femme qui décide de la séparation, qui décide de faire bouger la situation. Donc, vous allez nous raconter, mais j'imagine que vous n'avez pas dû vraiment apprécier qu'il ne le fasse pas. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que c'était carrément un méga tsunami. Voilà. Mais pas peut-être pour les raisons qu'on croit. Ah bon? Bah, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons saluer Raymond. Sophie. Déjà, mon pauvre Raymond, rien qu'avec le regard que vous avez, C'est dur, hein. vous vous trahissez. Un petit regard comme ça, espiègle, C'est moi. je vois. Eh oui. Alors, votre histoire remonte à une dizaine d'années. Oui. À quoi ressemblait alors votre vie sentimentale? Belle vie, équilibrée, famille, enfants, travail. Combien bon d'enfants? revenu. Avec mon ex-compagne, un. Mais j'avais déjà une fille d'une précédente relation. Voilà. Déjà vécu. Oui. Donc, belle vie, un bon métier, des bons revenus, des projets d'avenir. On avait une maison, une vieille maison alsacienne, qu'on avait projeté de transformer en chambre d'hôte. Et moi, j'avais projeté d'arrêter de travailler pour m'occuper de ça, du fils et de la maison. Voilà. Donc, ça allait très bien. On vivait heureux. Bien avec votre compagne? Très bien. Amoureux? Oui. La routine? Non. Bon. Non, il n'y avait pas de routine. Bon, Ça bougeait. bien, quoi. Ça bougeait, ouais, voilà. Et puis, il y a une rencontre qui est venue bouleverser votre équilibre à Eh cette oui. période. Qu'est-ce qui Eh s'est oui. passé? Ben, c'était une... En fait, on habitait à la campagne. Et dans le village d'à côté, il y avait un petit bistrot de campagne. Super petit endroit. On s'est fait des amis. On passait quelques temps là-bas. On a passé quelques soirées là-bas. Jusqu'au jour où cette dame est arrivée. Donc, j'ai vu arriver cette dame. Ça a été... Seule? Elle est arrivée seule, oui. Ce soir-là. Et ça a été le... Pourquoi? Je sais pas. L'attirance. Bing. Je ne peux pas vous le dire. Hein? Réciproque? Oui. Oui. Ça s'est vu tout de suite. Quel genre? C'est-à-dire quel genre? Bah, physique. Physique. Blonde, belle, féminine, attirante. Voilà. Je vous dis pas tout. Comment? Je ne vous dirai pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit air de ressemblance, mais on l'oublie. Ah bon? C'est pas de votre faute. C'est chaud tout d'un coup. C'est mal. Bon, et donc ça a été réciproque, Ah oui, immédiat. oui, oui. Alors bon, il faut savoir que ça s'est pas fait tout de suite. Hein. On a continué la vie de famille, tout ça. Il s'est passé quelques temps. Jusqu'à un soir où on a été passer une soirée, il y avait une petite soirée à cet endroit. On y a été avec le petit en plus, hein, parce qu'il y avait des petits Et gamins. vous aviez quand même discuté avec elle ce soir-là? Vous vous Non, étiez rapproché non, non, d'elle? non, non, pas du tout. Juste de Pas loin, du- des Il y avait regards. encore du loin. Ouais, tout à fait. Et
Quelque temps après, on vient passer une soirée là-bas. Mon ex-compagne était fatiguée, elle voulait rentrer, donc je l'ai ramenée à la maison. Elle me dit, écoute, tu peux continuer, va t'amuser. Donc je suis retourné là-bas, j'ai bu quelques verres, et en fin de soirée, on a échangé nos numéros de téléphone. Et le lendemain matin, je l'ai appelée pour l'inviter à déjeuner. Voilà. À déjeuner. Oui. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Et alors? Et on est allé déjeuner. Et alors? Zorro est arrivé. Tout de suite? Dès le premier déjeuner? Oui. Dis donc. Ben, Donc, vous êtes sauté dessus? Oui, c'est le cas de le dire. Oui, oui. On n'est pas là pour cacher les choses. Non, je pense. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé... Il y avait plus qu'une attirance physique? Tout de suite, ouais. Donc, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Et j'ai réagi très rapidement. Deux jours après, j'ai pris conscience de mon erreur parce que j'aimais mon ex-compagne. On était heureux. Je me suis rendu compte de cette erreur très rapidement. Parce que là, quoi, c'était une attirance physique. C'était une attirance vous physique. Vous êtes vite rendu compte qu'il y avait... Voilà. Donc, en fait... C'était la première fois? Non. C'est pas la Mais première... pas mon ex-compagne, non. C'était la première fois. Avec votre ex-compagne, c'était la première fois Oui. que vous aviez une infidélité? Oui. D'accord. Oui. Donc, vous vous êtes dit, je ne peux pas gâcher ce que nous partageons. Non, c'était pas possible. On avait une belle vie, c'était très alors, agréable. Qu'est-ce que vous avez décidé? Donc j'ai décidé de couper court. J'ai arrêté tout de suite. J'ai appelé cette dame. J'ai dit, écoute, on arrête tout. Donc on a arrêté. Ça s'est arrêté très vite. Et elle le a jour dit après. d'accord, oui, pas de mais il problème. n'y a pas de souci. Hein. Bon, d'accord. Ben voilà, ça s'est fait. Ok. Et le temps a passé, la vie de couple a continué jusqu'au jour où mon ex-compagne m'a avoué qu'elle a eu son intuition féminine ce jour-là. Quand elle a vu la femme rentrer, elle s'est tout de suite rendue compte que ça a accroché entre les deux. Et en fait, ça l'a perturbée, et elle a perdu confiance et l'amour s'est envolé. Juste. Et l'amour s'est envolé. Ah oui, elle est Et partie. ouais, l'amour Et voilà. est fragile. Hein. Il Oui. suffit de pas grand-chose. Très fragile. Et donc, elle a voulu vous quitter? Oui, donc on s'est séparés. Ouais. Alors, ça a été très dur. La séparation a été très dure. En ce qui me concerne, ça n'a pas été facile. Je l'aimais, donc c'était pas facile. Il m'a fallu une petite période de guérison qui a duré quelques mois. Et un jour, le hasard a fait que je sois allé chercher des cigarettes et un bouquet de fleurs pour aller dîner avec une dame. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau croisé cette femme en question. Et le lendemain, elle est venue toquer à la porte et c'est reparti. Donc on s'est mis ensemble et on a vécu ensemble quelques années. Et donc là, vous avez fini par avoir des sentiments pour elle? Oui. Oui. Bon. Les sentiments sont arrivés après. Comment? Ils sont arrivés après. Après. Donc, pour elle, vous avez mené grand train, comme on dit? Oui, on a mené grand train. Comme je vous ai expliqué, j'avais une bonne situation, un bon salaire. À l'époque, je travaillais également dans le spectacle à côté. J'étais régisseur de tournée pour un producteur local. Une de mes dernières tournées, c'était d'ailleurs Chuck Berry à Paris. Donc on menait la grande vie. Je me suis occupé de cette femme, des enfants, de la maison, jusqu'au jour où tout s'est écrasé. Vous avez beaucoup dépensé? Énormément. Et jusqu'au jour où quoi? Tout s'est effondré, qu'elle est partie. Ah. Ouais. Pour quelqu'un d'autre? Oui. Et alors là, ça a été La la descente chute, aux enfers? l'abysse. Ouais. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais un restaurant. Et d'un coup, c'était... j'ai également d'énormes problèmes de santé, entre guillemets. J'ai eu beaucoup d'accidents physiques, mécaniques. Et à ce moment-là, la séparation, si vous voulez, ça a provoqué un chamboulement là-dedans, dans la machine. Et la mécanique a lâché. Donc je me suis retrouvé comme un petit vieux, avec une canne. J'ai perdu 20 kilos. Gros traitement médical pendant 1 an. J'ai eu droit à l'EPO, tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été très dur. Fermer l'entreprise, l'argent, la famille, la santé. La seule chose que je n'ai pas perdue, c'est les enfants. Les enfants? Et les ex, qui ont été présentes, qui ont beaucoup aidé. Vous me montrez comme ça les ex. Pardon, mais... Non, les moments de mes enfants, pardon. D'accord. Donc, Non. qui ont été quand même... Très présentes, voilà. D'accord. Voilà, ouais. Très présentes. Très bien. Frédéric, une réaction peut-être à ce témoignage?
Je crois qu'on sent chez Raymond quelqu'un de sensible. Et je crois qu'en voulant garder cette femme à tout prix, il n'a pas su se protéger. Oui, tout à fait. Et que du coup, ça a été au prix de toutes vos ressources, de votre santé. Et vous avez payé le prix fort de cette relation. Et alors, comment vous expliquez vos infidélités, vous ? Puisqu'apparemment, la première fois, vous étiez bien avec votre compagne, quoi. Donc, oui. C'est quoi, un besoin C'est un parcours de vie, après c'est encore un peu plus compliqué que ça. J'étais un électron libre. J'ai décidé très jeune de ne pas commencer à me poser des tout de barrières. suite. Voilà. Donc j'ai profité de la vie, j'ai beaucoup bougé, j'étais ancien légionnaire, j'étais infiltré dans les douanes, j'ai fait beaucoup de choses comme ça qui ne m'ont pas permis aussi d'avoir une vie de famille, le spectacle. Vous n'êtes jamais à la maison, ça ne va pas avec, on était en tournée tout le temps. Donc j'avais pris cette option de ne pas me stabiliser tout de suite. J'ai vécu ma première histoire, la vraie, à 28 ans. Voilà. Et le reste du temps, on a profité de la vie. Vous nous raconterez la suite de votre histoire tout à l'heure. Mais d'abord, je salue Alban. Bonjour Alban, vous souhaité témoigner dans l'ombre. Pour quelle raison ? Bonjour, moi je suis issue d'une famille un peu bourgeoise, une famille dans laquelle la parole libre n'est pas toujours la bienvenue. Alors pour éviter à mes proches de me faire encore des reproches, je préfère témoigner dans l'ombre. Nous découvrirons votre histoire, Alban, dans un instant, mais d'abord regardez ce qui vous attend tout à l'heure dans l'Histoire continue. Vous aussi, vous pouvez témoigner sur notre plateau. L'un de vos proches a été tué dans des conditions mystérieuses et après des années d'enquête, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Alors que vous pensiez que le coupable avait été arrêté, de nouveaux éléments l'ont disculpé. L'assassin court toujours. Cela fait des années que vous vivez dans l'angoisse de ne jamais savoir qui est responsable de la mort de l'un de vos proches. Alors que l'enquête n'avait rien donné, vous avez vous-même relancé les recherches et trouvé de nouveaux indices. Après une longue attente, durant laquelle l'enquête a piétiné, votre affaire vient enfin d'être résolue. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur notre site, rubrique Toute une histoire. Merci à tous. Le mardi 4 mars, les rôles vont s'inverser. Ce n'est pas Sophie Davant qui posera les questions, mais vous, téléspectateurs. Pour recueillir toutes les confidences de notre animatrice, connectez-vous dès maintenant sur le site de Toute une histoire et postez vos questions. Ou bien postez-les aussi sur Facebook et Twitter, hashtag Toute une histoire. Sophie Davant vous répondra en toute sincérité et en direct. Rendez-vous donc dès 15h30 le mardi 4 mars sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les sondages semblent l'attester. Près d'une personne sur deux aurait déjà été infidèle. Mais on ne mesure pas toujours les conséquences d'une infidélité sur son couple, mais aussi sur sa vie sociale ou professionnelle ou même familiale. Alban, par exemple, n'aurait jamais imaginé qu'en trompant son conjoint, elle allait tout perdre, y compris sa propre famille. Avec elle, nous allons ouvrir notre deuxième partie, le carnet des regrets. Alban, vous nous disiez juste avant la coupure que vous êtes issu d'une famille bourgeoise. Depuis votre plus tendre enfance, quelles valeurs vous ont été inculquées ? La valeur notamment de l'engagement, l'engagement intangible. Et dans cet engagement, on peut mettre le mariage, c'est-à-dire qu'on se marie et c'est pour la vie, qu'il y ait de l'amour ou que ce soit un mariage de convenance. On se marie pour la vie et on essaye en plus de se marier dans la même classe sociale de son origine. Donc vous avez rencontré votre futur époux très jeune. Pendant 10 ans, comment vous sentiez-vous dans votre vie de famille ? J'avais une vie sociale, je dirais, exemplaire. C'est-à-dire que j'étais mariée à un homme qui avait une très belle situation, qui gagnait très bien sa vie, qui apportait à moi, à ses enfants, à l'ensemble de la famille, un confort de vie. Et pour autant, c'était un mariage dans lequel je m'ennuyais,
un mariage dans lequel je n'étais pas épanouie. Vous vous sentiez seule? Je me sentais comme dans une prison dorée, mais surtout avec dans l'idée qu'on ne montre pas que ça ne va pas. C'est-à-dire que le but de la vie est de faire illusion. On ne dérange pas l'ordre social. Alors ça d'accord, mais est-ce que vous aviez un dialogue avec votre mari en lui faisant part de ce que vous ressentiez? Pas vraiment. À quel moment votre vie a-t-elle pris un nouveau tournant? En réalité, j'étais enceinte de mon 5e enfant et je faisais les boutiques avec une amie. Et nous sommes rentrés dans une boutique où il y avait un vendeur qui m'a fait un coup de tonnerre dans le cœur. Quoi? Pardon? Pour quelle raison? Je ne sais pas pour quelle raison. Je n'étais pas du tout disponible. J'étais enceinte de 8 mois. Je n'étais pas du tout dans une démarche de séduction. C'était pas calculé, c'était pas prémédité, c'était juste, c'est arrivé comme ça. Il était plus jeune? Non, il était beaucoup plus vieux, 7 ans de plus. Ouais. Il a eu une manière de vous parler, de vous regarder, Oui, certainement. C'est un homme qui, quand il vous regarde, on a l'impression d'être déshabillé entièrement. Mais l'âme, l'âme et le cœur. D'accord. Est-ce que vous avez cherché à le revoir, cet homme-là? Alors évidemment, les boutiques, c'est facile d'y aller. Donc oui, j'y suis allée quelques fois, puis plus souvent, et puis régulièrement. De vendeur à cliente, nous sommes devenus plus complices et jusqu'à devenir amis. Alors moi, j'étais toujours attirée par lui et il est devenu au fil de l'eau. Bon. Et donc, ça s'est concrétisé autrement, j'imagine? Oui, mais pas tout de suite, ça a pris du temps. C'est d'abord devenu un ami auquel je racontais tout le mal-être finalement que je ressentais dans ma vie de femme mariée. Voilà. Donc il a été votre confident. Voilà, c'est ça. Ça a duré combien de temps, le confident? De nombreux mois. Très bien. Et puis, comment est-il passé à autre chose? Et puis, comment sommes-nous venus à autre chose? Eh bien, d'amis, on est devenus amoureux. Oui, je me doute, mais comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a déclenché l'évolution? L'évolution, c'est à force de parler, je me suis aperçue que la vie que l'on m'avait apprise pendant toute mon enfance et mon adolescence n'était pas la voie de mon bonheur et que je ne pouvais pas continuer à composer encore pendant des années avec quelque chose qui ne me convenait pas. Il était dans quelle situation, ce monsieur? Divorcé, voilà, avec de grands enfants. Donc célibataire? Célibataire. Très bien. Il était ouvert à une relation? Oui, c'était un homme qui était ouvert à beaucoup de relations avant moi. Très bien. Donc, au bout d'1 an, vous êtes passé à un autre type de relation? Voilà, alors au bout d'1 an, nous sommes passés à un autre type de relation et dans le même temps, moi, j'ai quitté mon mari avec mes 5 enfants. Voilà, où j'ai pris un appartement où je me suis installée seule avec mes enfants. Comment a-t-il réagi, votre mari? Eh bien, mon mari a très mal réagi, bien sûr, mais je le comprends, c'était un homme blessé. Ma famille aussi a très mal réagi et les amis que je croyais être mes amis ont très mal réagi aussi. C'est-à-dire que tout le monde vous a jugé? Eh bien oui, parce que dans mon milieu, on ne fait pas ce genre de choses, on ne divorce pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on compose. L'important est de composer et de ne pas rompre l'ordre établi. Voilà. Est-ce que vous aviez de quoi subvenir à vos besoins matériels? Oui, j'ai un travail. D'accord. Voilà. Très bien. Donc vous avez pris votre indépendance. J'ai pris mon indépendance avec mes enfants. Et vous avez continué cette relation avec cet homme-là? Oui, mais ça a été très compliqué parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce que l'on perd à l'instant où l'on part. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté une famille finalement qui n'était qu'une apparence aussi. Ils m'ont tous tourné le dos parce qu'on ne divorce pas. J'ai perdu les amis que j'avais à l'époque qui finalement n'en étaient pas puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est toujours dans le même milieu et dans ce milieu-là, on ne divorce pas. Donc moi, nos amis, c'était des amis de familles nombreuses, un peu caricaturés, la messe tous les dimanches.
Et tout le monde a essayé de m'expliquer que ça ne se fait pas, que quand on est maman de 5 enfants, on ne quitte pas son mari, qu'il faut trouver des solutions, mais qu'en aucun cas on ne part. Ça vous a atteint moralement, cette pression ? Ça m'a beaucoup déstabilisée, c'est-à-dire que j'ai perdu pied, j'ai craqué, voilà, je ne mangeais plus, j'ai perdu beaucoup de poids, je pleurais tout le temps, au point de faire appel en dernier recours à mon père, voilà, et je lui ai demandé de l'aide. Et la seule aide qu'on a trouvée à m'apporter, c'était de m'interner 3 semaines en psychiatrie, avec 10 jours d'isolement. Et ça a permis de vous reconstituer ? Ça m'a permis... non, disons que... Ça m'a pas permis de me reconstituer, mais pendant ces 3 semaines de psychiatrie, j'ai réfléchi, continué à réfléchir sur ce que je voulais faire de ma vie. Et puis l'important, c'était que l'homme que j'avais rencontré ne m'a jamais laissée et que lui m'expliquait que ce n'était pas ma place, que je n'étais pas folle. Donc il ne vous a pas laissé ? Jamais. D'accord. Est-ce que vous avez regretté ? Non, je n'ai pas regretté, mais je n'ai pas mesuré non plus l'enfer dans lequel j'allais tomber. Si c'était à refaire, vous ne le referiez pas ? Je le referais. Je le referais parce que, effectivement, j'ai tout quitté. Effectivement, j'ai perdu énormément de choses. Tout ce dont j'avais hérité. Les apparences. Voilà. Mais j'ai gagné tout le reste. Voilà, exactement. J'ai gagné la vérité et voilà, la sincérité. Je suis touchée par ce témoignage parce que déjà, ça illustre vraiment le fait que c'est souffrant et c'est difficile, c'est tout un parcours de s'affranchir de ces codes sociaux et dont on reste imprégné et il y a toute une loyauté à laquelle il faut renoncer, mais c'est au prix de sa propre vie, de sa propre intégrité et elle a payé le prix fort, mais c'est pour vivre une vie plus en accord avec elle-même, avec plus d'authenticité et malheureusement dans le milieu dans lequel elle était avant, on aurait tout à fait toléré une infidélité qui n'aurait pas abouti à un divorce, elle aurait été masquée, on s'en serait totalement arrangé. Mais effectivement, l'authenticité, elle passe par ce genre de chemin. Est-ce que vous appréciez, est-ce que vous êtes fière de ce parcours et de pouvoir être pleinement en phase avec vous-même ? Oui, aujourd'hui, je suis fière, je me suis renforcée et je suis devenue beaucoup plus forte parce que je suis ce que je suis vraiment à l'intérieur. Et effectivement, comme disait Frédéric, dans ma famille, on aurait très bien compris que je m'octroie de petites parenthèses. Ça aurait été mieux venu que de tout quitter. Et voilà. Vos enfants, comment ont-ils réagi ? Est-ce qu'ils ont compris ? Alors non, c'est très compliqué, une rupture aussi cataclysmique, ça laisse des traces. Et puis mes 3 grands-enfants ont eu du mal et ont encore du mal à comprendre mon départ. Pour eux, leur famille s'est écroulée et c'est un peu leur maman qui a tout caché. Et vous les voyez encore ? Pour l'instant, je ne les vois plus. Ça fait combien de temps ? 3 ans et demi. Peut-être que si c'était à refaire, vous le referiez, mais différemment, peut-être pas de manière aussi cataclysmique, comme vous dites ? Si c'était à refaire, je crois qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je ne resterai pas dans mon mariage aussi longtemps, que je trouverai le courage de partir bien avant, que je ne composerai pas autant avec mon intégrité et avec ma sincérité, que voilà, je serai plus courageuse. Je serais partie avant. C'est déjà très courageux de l'avoir fait. Et c'est vrai d'être capable de se dire que ce choix ne sera peut-être pas aussi confortable. La preuve, vous le payez encore aujourd'hui. Oui, le choix n'est pas confortable. Au fond, la seule souffrance que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas voir mes enfants. C'est la seule chose qui me manque, mais tout le reste, il ne me manque rien. C'est pour ça que vous témoignez aujourd'hui, peut-être en espérant qu'ils vous entendent et qu'ils acceptent de vous entendre pour vous comprendre ? Comme je vous l'ai dit au départ, la parole n'est pas quelque chose de facile dans ma famille. Et je n'ai jamais eu l'occasion de leur dire les raisons de mon départ. Et voilà, moi, ce que je voudrais qu'ils comprennent, c'est que si je suis partie et si j'ai quitté leur papa,
ce n'est pas pour les détruire, c'est au contraire pour les sauver. Voilà. Je voudrais leur montrer que l'amour, ce n'est pas de la composition. L'amour, c'est quelque chose de vrai et de sincère on ne peut pas composer avec les autres et avec soi. Beau témoignage d'une femme qui va au bout de ses choix et de son destin. Et chapeau. Oui. Et puis par rapport à vos enfants, si la parole est difficile entre vous, ce que vous pouvez faire, c'est leur écrire. Leur écrire, et même si c'est une lettre que vous ne pouvez pas leur donner aujourd'hui, un jour vous pourrez leur remettre pour leur faire entendre votre parole à vous. J'ai à la maison un recueil de lettres que j'envoie à mes enfants, qu'ils ne lisent peut-être pas, sans doute pas, mais qui existent et qui sont là très pour bien. eux. C'est quelque chose de très douloureux pour moi, mais c'est pas grave parce que moi je suis une adulte et je peux souffrir. Ce qui est insupportable, c'est s'ils souffrent eux. Voilà. On n'est pas fait pour être privé de sa maman. Richard, comment vous réagissez à ce témoignage? C'est émouvant, c'est très... Ouais. Quand on parle d'enfants, c'est encore plus... parce que j'ai failli perdre mes enfants également, moi, avec ce qui m'est arrivé, avec ce que j'ai fait, et là où je suis tombé après. Alors Alban, je vous remercie pour ce témoignage. J'espère que vous viendrez nous voir à visage découvert sur ce plateau et qu'entre-temps vous aurez retrouvé vos enfants. On vous le souhaite de tout cœur et moi je salue votre courage. Merci. Richard, donc après plusieurs infidélités, vous avez perdu vos 2 compagnes, les mères de vos enfants. Vous avez perdu au sens où vous vous êtes séparés d'elles, elles vous ont quitté. Et votre vie est devenue un cauchemar à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, bon, j'ai commencé, ce serait un grand mot, puisque j'avais déjà commencé avant à m'adonner à la boisson. Mais bon, bien sûr, quand on se retrouve seul, c'est encore pire. Donc j'ai commencé à boire, j'ai continué plutôt de plus belle, à boire de plus en plus, à sortir de plus en plus. Donc, ce qui fait que bon, c'est un enchaînement. Donc, la boisson, ensuite le travail, ça ne va plus, vu que j'étais indépendant. Donc, j'ai perdu, on peut dire, mon travail, j'ai perdu beaucoup, financièrement. Mais bon, le pire, comme j'en parlais, le plus dur, c'est de perdre ses enfants, puisqu'on ne les voit plus, ils se retournent un peu de vous. Parce que vous n'êtes plus le papa idéal, forcément. Je crois que c'est là que ça fait plus mal. Vous viviez où à l'époque? J'étais parti habiter dans une caravane. Carrément, oui. Ça a duré combien de temps, cette descente aux enfers? La caravane, ça a duré 3 ans. Mais malgré tout, par la suite, je me suis retrouvé Enfin, la période a été un peu plus longue que ça, mais la descente aux enfers en elle-même a duré 5 ans. Quel déclic vous a permis de réagir? Alors le déclic, il est un peu simple. J'ai été un jour sur un parking de grands magasins pour avoir mon fils. Et ma deuxième compagne, donc, le mon plus jeune de mes fils, m'a regardé et avec un air, elle m'a dit « T'as vu comment tu es devenu n'es pas honteux. Tu ferais mieux de te reprendre en main. » Elle avait tout à fait raison. Ça m'a vexé. Et là, j'ai dit stop. Je suis rentré chez moi, je me suis regardé devant la glace. J'ai dit, bon, là, il faut faire quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Je me suis repris en main. Régime, le sport. Et on commence par quoi quand on revient de là où vous étiez? Qu'est-ce que c'est le premier pas vers la reprise en main? C'est l'arrêt de la boisson, le respect de soi-même. Parce qu'à partir du moment où vous êtes un infidèle, vous n'avez pas le respect de vous-même. Ça, je l'ai appris, mais plus tard. Donc, oui, c'est vraiment l'arrêt de la boisson, la reprise du travail. Et l'arrêt de la boisson, vous avez pu vous arrêter tout seul? Oui. Grâce à votre volonté? La volonté. La volonté, le manque d'amour que j'avais des personnes. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais et de tout ce que j'avais perdu à cause de cette boisson. Alors vous dites quand on est infidèle, on manque de respect à soi-même ou aux autres? Ou d'abord à soi-même? Les deux. Les deux? Les deux. Ouais. C'est un manque d'amour de soi aussi, de se retrouver dans ces situations.
Et le fait d'être aussi, de s'abîmer dans l'alcool, c'est aussi un manque d'amour Oui, de soi. c'est faire mal aux autres, mais aussi se faire mal Oui, à soi-même. absolument. Énormément. Donc, vous commencez progressivement à remonter la pente. Et puis, est-ce que vous avez fait d'autres rencontres amoureuses? J'en ai fait d'autres, oui. J'en ai fait d'autres qui ont duré une fois 1 an. Puis j'en ai une autre qui a duré un peu plus longtemps, mais là, ça a été le revers de la médaille. C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que là, c'est moi pour la première fois qui était trompé. Ah. Alors là, j'avais trouvé moi au féminin. Comment vous en êtes rendu compte? Oh ben, facilement, hein. Un peu comme moi, mes ex se sont rendus compte comment je les trompais, quoi. Donc là, vous vous êtes dit quoi? Vous avez Ben, compris ce que vous aviez j'ai fait compris- endurer aux autres? Voilà, j'ai compris le mal que j'ai fait aux autres. J'ai compris que ça faisait mal de se sentir trahi. Alors, je me suis promis que plus jamais. Plus jamais. Je me suis dit, mais qui es-tu pour faire du mal comme ça autour de toi? Et c'est là que j'ai compris également que, par contre, je ne l'avais... C'est dur de dire ça, mais je ne l'avais pas fait exprès. Je ne me rendais pas compte de l'énormité que ça engendrait de tromper les femmes et les gens qui vous mettent une confiance totale en vous et vous permettez de faire du tout n'importe quoi. Donc là, vous avez rencontré une autre jeune femme à ce moment-là? Karine? Une autre jeune femme, oui. Ça, c'est la rencontre du siècle, j'ai envie de dire. Celle que je n'attendais pas, celle que je n'attendais plus. Parce que comment encore avoir confiance même en soi-même quand vous avez eu de très gentilles femmes dans votre vie? Parce que je tiens à dire qu'elles étaient toutes les deux très très gentilles. C'était moi le vilain petit canard. Et là, je suis tombé, on peut le dire, sur Karine. Voilà. Ça me fait du bien. Alors, nous allons découvrir tout de suite en image cette nouvelle femme de votre vie que vous avez épousée il y a 1 an et demi. Avec elle, vous êtes désormais un autre homme, un amour sans faille. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe chez vous, en Belgique. Allez là, du beau, du pas cher, des belles robes de nuit, pyjama. 10h du matin sur le marché de Jumet, en Belgique. Comme chaque jour, depuis des années, Richard tient son stand de vêtements féminins. Et depuis 4 ans, il a embarqué Karine, sa nouvelle compagne, dans l'aventure. Aujourd'hui, c'est elle qui gère la boutique. S'il vous plaît. Pourtant. À courte manche, non, madame. On est en hiver, donc c'est plus des longues manches. Voilà, Encaissé, c'est moi. voilà. Quand c'est des jolies jeunes filles, c'est pour lui. Richard vendait dessous à Friolan, alors sa clientèle est évidemment féminine. Mais Karine est là pour veiller au grain. Je garde toujours Richard à l'œil. Ça, c'est un fait sûr et certain, mais je lui fais entière confiance. On lui avait fait mon pédigré, je veux dire, et elle n'a pas tenu compte de tout ça. C'est une confiance mutuelle. Que ce soit pour moi ou pour elle, on n'a aucun souci de ce côté-là. Je ne comprends pas les gens qui se disent oh, travailler ensemble, quelle galère. Chez moi, non. La galère, c'est quand on n'est pas ensemble. Quand elle n'est pas là, ça va pas. Bon, mon ange, avant de remballer, je vais aller boire un petit café avec Patrice. Non, je vais te Ok. réchauffer. Tu as Je vais bien chauffer. raison. Ouais. Je gère, t'inquiète. Tu gères comme d'habitude? Voilà, Je comme te laisse les clés de... Oui, pas de souci. Je te laisse le gouvernail. Oui. Ok, Je allez. t'aime. Tantôt. Ah oui, tantôt. Ici, Richard connaît tout le monde, à commencer par Patrice. Salut Patrice, ça va? Et toi? Bien, toi? Ça va. Tu veux pas se prendre un café? Depuis 30 ans, ces deux-là font le marché ensemble et ils n'ont plus de secret l'un pour l'autre. Eh ben, pour moi, madame. Bon, monsieur. Et Karine n'a pas trop froid? Karine, c'est une dure. Elle résiste mieux que moi. C'est une commerciale née, hein. Si je n'étais pas tombé sur elle, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Content de le dire. Avec l'arrivée de Karine dans sa vie, Patrice a vu son ami radicalement changer. Avant Karine, il était très mal. Mal dans sa tête, mal dans sa peau, mal dans sa vie. Ce qui était avant et ce qui est maintenant, elle n'a plus rien à voir. C'est plus le même homme. On sent qu'entre lui et elle, il y a quelque chose de solide. Qui se construit, qui est là, qui sur des bonnes bases. Karine m'a énormément changé, oui, c'est... Je lui dois tout. Je pense qu'elle t'a apporté un équilibre dans la vie. C'est grâce à elle si j'ai de nouveau
cette envie de vivre, de me battre dans la vie pour arriver à quelque chose. La femme de ma vie, ça je peux le dire. On va laisser peser, c'est fini. On va aller de ton côté, tu peux fermer, ok? Oui. Journée est finie. Fin de la journée de travail. Direction la nouvelle maison dans laquelle Richard et Karine se sont installés il y a 5 mois. Tu t'occupes des œufs? Je m'occupe des œufs. Oui, Ok. s'il te plaît. Je vais m'occuper de la salade. Ici, il est loin de l'époque où il était réduit à dormir dans une caravane. On est bien ici, mon ange. Ah, c'est sûr, il y a de l'espace. Oh. L'espace de la clarté. Ouais. Cette maison, elle représente pour nous le bonheur. On sait avoir une vie de famille ici. Hein. Richard a 2 garçons. L'aîné, Jason, qui a 23 ans, est revenu vivre avec lui. Pas de sauce du tout? Pas de Et toi en sauce. plus, je suis au régime. Ah bah. Pas de sauce. Eh bien, moi, je suis au régime, mais je vais quand même prendre de la sauce. Aïe, 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 aïe. Ils ont été fâchés pendant des années, mais aujourd'hui, grâce à Karine, les rancœurs ont disparu. Je t'ai manqué, non? Pendant toutes ces années. Disons que tu m'as manqué. Arrête. En fait, ce qui lui a manqué, c'est d'avoir une belle-mère comme moi. Ça, c'est vrai. Tu préfères quand même comme je suis maintenant que comme j'étais avant, non? C'est sûr. Bon. On va se prendre. Il a repris sa vie en main. Il a une maison, il a sa femme. Moi, je suis revenu auprès de lui. Je les aime beaucoup tous les deux. Sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Ce qui me fait vraiment plaisir maintenant, c'est qu'il me voit autrement et qu'il est fier de moi. Il est fier de voir ce que j'essaie de faire dans la vie et de devenir. Nous sommes tous heureux ici dans cette famille et c'est vraiment... on peut l'appeler la maison du bonheur, franchement. Je suis super contente de t'avoir rencontré et que tu m'as apporté une famille comme ça. Je vous aime. Mais non, c'est on t'aime. Petite larme. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites avec le recul? Avec le recul, beaucoup de regrets. Mais pas tellement du regret pour moi, toujours du regret pour le mal que j'ai fait autour de moi. Et que, oui, c'est dommage d'avoir à sa portée le bonheur et de ne pas le voir. Et de vouloir toujours aller le chercher ailleurs, aller voir si l'herbe est plus verte dans le prix du Parfois, voisin. il faut un apprentissage. Oui, mais parfois ça peut coûter cher l'apprentissage. Alors, on va accueillir sans plus attendre celle qui partage votre vie aujourd'hui, Karine. Come fly with me, let's fly away. If you can use sunshine, come fly with me. Sacré pin-up, hein, Karine? C'est ça qui vous a attiré quand vous l'avez vu? Ah, entre autres, oui. Qu'est-ce que vous saviez de lui quand vous l'avez rencontré, Karine? Rien. Rien. Il sortait de nulle part. Comment vous l'avez rencontré? Oh, c'était lors d'une... je vais dire, c'était un anniversaire d'une personne, d'une patronne de radio. Et comme il était animateur à cette radio, je suis arrivée tout simplement pour faire la fête. Et vous avez eu un coup de foudre? J'ai eu un coup de foudre, oui, parce qu'il a pris ma main. Il m'a dit, voilà, vous êtes présentement jolie. Enfin, il a fait son petit one again, comme j'appelle ça, son charmeur, son dragueur. Ça m'a plu. Est-ce que, par la suite, vous avez dû apprendre son passé un peu tumultueux? Ah, mais le Est-ce soir que ça même. semait le doute dans votre esprit? Il vous l'a dit le soir même? Non, en fait, j'ai des personnes qui sont venues près de moi et qui m'ont dit, attention, c'est un dragueur, un alcoolique. Enfin, c'est vraiment pas la personne à côtoyer. Et je vais dire, ça ne m'a pas perturbée. J'étais dans mon champ, je me suis dit non, il n'y a pas de souci. Bon. Et puis, donc, c'est devenu une évidence entre vous? C'est devenu une évidence, tout à fait, oui. C'est une évidence. Quel regard vous portez sur lui aujourd'hui? Ah, je suis très fière, très très fière. C'est mon amour, c'est mon tout, c'est mon moi. J'ai toujours lui sans moi et moi sans lui, c'est pas possible. C'est joli. Et vous, auparavant, vous aviez eu une vie tumultueuse aussi, sentimentalement? Un petit peu le style d'Alban. Je me suis vraiment retrouvée dans son témoignage, dans le truc carré comme ça, où on ne peut pas divorcer, on ne peut rien faire. Il vaut mieux vivre dans l'infidélité que d'assumer son choix. Je me suis retrouvée là-dedans. Et vous avez assumé votre choix, apparemment? Ah oui, tout à fait. J'ai foncé.
Richard, un message? Vous vouliez faire passer un message, profiter de votre présence sur notre plateau? Oui, je voulais dire 2 choses. Donc, le premier, bien sûr, c'est avec grande sincérité présenter des excuses aux personnes que j'ai trahies, que j'ai trompées, à qui j'ai fait énormément de mal. Ça, c'est vraiment ça vient du fond du cœur. Et puis l'autre message, c'est quand même dire que dans les couples, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'à l'heure actuelle, qu'on soit marié ou pas marié dans un couple, je trouve on se sépare trop facilement, trop vite. Il faudrait que les gens réfléchissent et aient beaucoup plus de dialogue dans leur couple. Parce que je pense que le dialogue amène à beaucoup de choses et surtout pas à une séparation. C'est vrai. Frédéric? Je trouve le témoignage de Richard déjà extrêmement touchant. C'est tout un cheminement de vie. C'est comme si vous aviez guéri certaines de vos blessures. Et avant cette rencontre, c'est comme la concrétisation de tout ce cheminement, de tout ce travail que vous avez fait sur vous pour comprendre vos erreurs, pour comprendre vos blessures, pour arriver à cette rencontre qui, voilà, cette femme a posé sur vous un regard de confiance, un regard qui vous faisait unique à ses yeux et du coup, vous avez pu vous transformer aussi. C'est une belle histoire. Merci. Lucille, nous vous avions quitté au moment où vous avez donc décidé d'avouer à votre conjoint votre relation extra-conjugale en laissant le choix à votre amant de le faire ou pas. Lui, il a décidé de rester avec sa compagne. Comment avez-vous vécu les jours qui ont suivi cette déconvenue? Vous avez dit tout à l'heure tsunami. Plus que ça. En fait, je m'étais préparée. Puisque je savais sa difficulté d'assumer cet acte par rapport à sa famille, à sa compagne, à tout son entourage. Donc je savais que ça pouvait arriver, je m'étais préparée. Par contre, il y a une chose à laquelle je n'étais pas du tout préparée, et c'est ça qui a causé ma chute. C'est que j'ai vraiment senti, à un moment donné, que toute l'histoire que nous avions vécue prenait soudainement une toute autre couleur. Et tout m'était démontré pour que c'est comme si on n'avait jamais vécu cette histoire, ou que finalement, si elle est arrivée, cette histoire, c'était de ma faute. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez fait un film ? Non, pas du tout. Cette histoire, je sais qu'on l'a vécue, je sais qu'on a été sincères vraiment tous les deux. Mais dans la difficulté d'acceptation des choix posés, voilà, soudainement, notre histoire s'est transformée. Je suis devenue la fautive de notre relation. C'est moi qui l'ai cherché. J'étais une séductrice. Tout le monde le sait. Et puis petit à petit, ces formes pensées ont pris une ampleur en fait qui m'a complètement dépassée. C'est devenu une réalité à un point tel que même ma propre personnalité était repeinte en même temps que cette histoire, en fait. Je devenais une toute autre personne que celle que je suis. Est-ce qu'il a cherché à vous protéger, à en parler avec vous, votre amant ? Est-ce que vous avez pu lui dire tout ça ? Non. On n'arrivait pas à avoir un dialogue. Moi-même, j'étais en état de choc, donc surtout de voir que tout se retournait contre moi, en fait. J'ai fait un choc terrible. Je me suis retrouvée cette nuit-là, la nuit qui a suivi, aux urgences. Donc j'ai fait ce qu'on appelle médicalement un angor. C'est le cœur qui a pris un petit peu trop. Donc je me suis retrouvée sous surveillance. Et puis suite à ça, sous médication, je mangeais plus, j'ai perdu énormément de kilos. Malgré tout, je continuais à assumer mes prestations scéniques. Au fur et à mesure, dans ce petit monde qui gravitait autour de nous, les ouï-dire et les transformations, les gens aiment aussi à se nourrir d'histoires et ça leur plaît sans doute de regarder chez les autres et de critiquer. Et donc petit à petit, je perdais pied, je perdais même le sens de ma personnalité. Je me disais, mais c'est pas possible que je sois ça. Mais tellement de gens racontent
Refonds mon histoire, raconte ce que j'ai vécu. Ah oui, quand elle était là, elle a dit ça. En fait, c'était ça qu'elle voulait dire. Et donc tout se transformait à un point que je ne savais plus. Je perdais pied, en plus du choc. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconstruire? Ça fait combien de temps, cette histoire? Ça s'est passé il y a 2 ans et demi. Vous avez perdu confiance en vous? J'ai perdu confiance en moi, je ne savais plus qui j'étais. Le choc a fait que je ne parvenais plus à ressentir quoi que ce soit. Simplement, c'est la musique qui me tenait. C'est la musique qui me tenait en vie. Vous avez certainement encore du mal aujourd'hui à faire confiance à quelqu'un, à vous abandonner? Oui, parce que j'ai tout perdu. C'est-à-dire que même mon groupe de musique, c'est-à-dire ma raison d'être, qui était ma raison d'être, ma raison de vivre, je l'ai perdue. Et je me suis retrouvée sans plus rien, sans santé, sans travail. Donc, oui, il fallait vraiment que je me reconstruise. Je n'avais plus confiance en personne. Chaque personne, pour moi, devenait quelqu'un susceptible de me vouloir du mal. Pourquoi êtes-vous venu sur notre plateau aujourd'hui? C'est-à-dire que j'avais pris, directement suite à cette histoire, j'ai pris le parti du silence. Pour me protéger, pour protéger ma famille, j'ai choisi de me taire. Mais le silence, en fait, a un double tranchant. Il peut être bien parce qu'effectivement, il peut protéger. Parce qu'on ne peut pas m'accuser en plus d'avoir dit ceci ou dit cela, puisque je ne dis rien. Donc là, je suis totalement en paix avec moi. Mais l'autre côté du silence, c'est, puisqu'elle ne dit rien, c'est qu'elle est bien d'accord avec tout ce qu'on dit d'elle. Vous voyez, c'est bien la preuve qu'elle a des choses à se reprocher. Et là, vous voyez les attitudes des gens qui changent, le regard des gens qui changent. J'ai perdu mes amis, les proches, j'ai perdu de la famille, des gens qui m'étaient chers. Vous êtes là aujourd'hui pour rétablir la vérité? C'est peut-être une manière pour moi de sortir du silence. Actuellement, je suis en train aussi d'écrire un roman qui n'est pas que basé là-dessus, mais il y aura cette histoire. Parce que finalement, ce silence me fait souffrir aussi. Et parce que, pour dire que je ne suis pas celle-là, je ne suis pas celle que certains dépeignent. Vous avez gardé des dépeignent. rapports avec votre ex-compagnon, le père de votre enfant? Étant le papa de ma fille, oui. Mais ceci dit, il vous a tourné le dos, lui aussi? Oui, donc il s'est devenu très proche, en fait, de cet amant. Donc voilà, ils sont ensemble, je pense qu'ils... Peut-être qu'ils se confortent aussi dans les idées qui se véhiculent sur moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai le moins de contacts possible. Et l'ex-amant n'a rien fait pour vous aider? J'ai rencontré un homme qui m'a courtisée. Alors, j'aime bien ce terme parce que je l'ai rencontré sur une festivité médiévale. Et il m'a courtisée vraiment, pendant longtemps. Moi, je ne voulais pas en entendre parler. Les hommes, c'était tous des salauds. Je ne pouvais plus avoir confiance. Plus jamais j'allais reconstruire ma vie avec quelqu'un. Et puis mes proches et ma famille, voilà, qui m'ont soutenue énormément, m'ont dit « Mais attends, tu es peut-être en train de passer à côté de quelque chose là. » Cet homme-là, nous, on l'observe et on pense que c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur, en vrai. Et donc, vous êtes avec lui aujourd'hui? Et donc, voilà, j'ai décidé de tenter l'expérience en ne lui promettant rien. En ne lui promettant rien. Donc, ça devient cette histoire. Juste un mot sur la réputation des femmes infidèles et tout ce que les femmes doivent supporter, parce que j'imagine que et les puis surtout, langues... effectivement, dans votre histoire, ce qui me frappe, c'est que vous avez laissé les autres parler sur vous. Et donc, je pense que ça dit quelque chose de vous aussi. C'est de ne pas laisser les autres vous approprier la personne que vous êtes. Et vous êtes complètement perdu dans ce qu'on a dit de vous. Vous avez perdu votre identité. Oui. Et à un moment donné, reprendre la parole, c'est dire sa vérité à soi, prendre sa place en tant que personne. Et je pense que l'enseignement de cette histoire, c'est ça. C'est que vous avez fait face à quelqu'un qui n'assumait pas cette histoire. Elle a été vécue, effectivement. Il n'a pas assumé les conséquences de cette histoire. C'est tout. Oui. Et sinon, vous avez tout pris sur vous, toute la responsabilité. Donc, c'est d'apprendre à laisser sa responsabilité à l'autre. Et effectivement, qui ne dit mot consent, et il faut prendre sa place pour mettre des limites. Sinon, il n'y a pas de limite.
et vous vous laissez totalement envahir par l'autre. Donc ça, je pense que ça fait. dit quelque chose par rapport à votre fonctionnement relationnel. Et c'est vrai qu'en plus, étant dans le monde du spectacle, bon, ça, les on-dit, ils partent très très vite. Ça. Et puis à un moment donné, on se retrouve coincé. Le choc en plus dans lequel j'étais faisait que je suis restée plusieurs semaines en convalescence. Et pendant ce temps-là, ce qui a été fait, c'était pas possible de le défaire. Vous souhaite de vivre une belle histoire avec cet homme-là, ce grand seigneur qui vous a courtisé. Raymond, on vous a laissé tout à l'heure au moment où vous vous faisiez vous aussi plaquer. Oui. Grand choc, descente aux enfers, problèmes financiers, problèmes professionnels. Santé. Qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente? Ouh là là, ça a été très long. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Alors, il y a d'abord eu la guérison médicale. Il fallait soigner. Après, il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de réflexion, l'analyse, l'acceptation, le pardon. Et les autres, les gens qui vous entourent, ceux que vous rencontrez par hasard, qui viennent vous écouter, qui vous donnent un petit coup de main. Et le dessin, l'écriture. J'écris, c'est venu tout à fait par hasard. J'avais besoin de cracher mon venin de cette histoire. Donc j'ai pris le stylo, j'ai commencé à cracher mon venin, c'est sorti. Et je fais pas mal de rêves, c'est comme ça. De rêves? De rêves, oui, voilà. Donc je commence à cracher mon venin, c'est pas très beau, c'est pas sympa du tout. Et je rêve d'un petit truc joli qui est trop mignon. Je laisse ça de côté. Quelque temps après, ça me revient. Je commence à le noter. Et en fait, ça m'a emmené vers une autobiographie qui est un peu atypique parce qu'elle commence très loin devant, dans le futur. Elle me rejoint dans le passé. Il y a la vie d'aujourd'hui et après, il y aura une partie fiction jusqu'au futur. Et là, ça a déclenché, avec d'autres rencontres, ça a déclenché l'écriture. Là, j'ai commencé à pulser. Donc, je travaille sur 4 choses en même temps. J'ai écrit un monologue. J'ai écrit une histoire que j'ai terminée, corrigée dans le train en venant chez vous, parce que demain, j'ai rendez-vous pour aller peut-être imprimer la chose. Et je travaille sur un roman. Sentimentalement? Le livre? Non, vous. Moi? Ça va, bien. Vous avez retrouvé quelqu'un? Oui, il n'y a pas longtemps. En même temps que vous. Ça s'est présenté en même temps. Il y a une dizaine de jours. Ouais. Très bien. Et tout va bien? Oui. Et alors, le sens, vous diriez quoi? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Quel est le sens de votre présence? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Comment je vois les choses aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus près de vous-même aujourd'hui? Ah, complètement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de travail, réflexion, analyse, pardon, acceptation. Le pardon, c'est pas seulement pardonner aux autres, c'est se pardonner soi-même. C'est se regarder dans le miroir et dire « Ok, maintenant t'as déconné, stop, t'es bon ». Et en fait, c'est vrai que c'est pas facile à accepter parce qu'il y a tout le reste derrière. Il y a votre vie derrière, il y a votre passé derrière, il y a plein de choses autour de vous. Et après, vous prenez conscience qu'effectivement, non, t'as fait du mal, tu t'es fait du mal. Et il y a des choses à ne pas refaire. Et malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, l'infidélité est devenue en ce qui me concerne, ça s'est banalisé. D'ailleurs, vous en avez parlé au début de l'émission. Et je trouve que c'est un acte qui est très lourd de conséquences, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul par rapport à ce que ça va engendrer chez nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu l'infidélité, c'est dans les cours d'école, les gamins, ils en parlent. Ouais, aujourd'hui, on exhibe l'infidélité. Voilà. À des histoires d'amour qui durent. On a toujours été infidèle, entre guillemets. L'homme a toujours été infidèle, mais avant, il était discret dans son infidélité. Voilà. Excusez-moi. On en parlait, moi, je parlais de l'exhibition, aujourd'hui, qu'on en fait. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de progresser, d'écrire, de créer. Une conclusion de Frédéric, peut-être? Je crois que tous les parcours, là, montrent que l'important, c'est de comprendre ce qu'on vit, de tirer les leçons de ces expériences, de cette souffrance aussi que ça occasionne, des chutes dans lesquelles ça nous amène, pour se construire différemment.
plus près de soi. Merci à tous. J'espère que j'aurai le plaisir peut-être de vous retrouver sur le plateau de l'Histoire continue. Merci d'être venu témoigner. Merci à Frédéric. L'Histoire continue. Donc notre rendez-vous quotidien, c'est un moment privilégié que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet de mettre en perspective ce que les uns et les autres nous avaient confié sur ce plateau. Et avec du recul, nombreux sont ceux qui ont le sentiment d'avoir avancé depuis qu'ils sont venus dans notre émission. C'est notamment le cas de Séverine, qui a accepté de nous donner de ses nouvelles aujourd'hui. Séverine, bonjour, merci d'être revenue. Je vous avais reçu le 19 octobre 2011 dans une émission intitulée « Mon enfant n'a pas les mêmes jeux que les autres ». Vous nous aviez parlé de votre fille, Romy, qui était âgée de 10 ans à l'époque. En quoi était-elle différente des autres enfants de son âge ? En fait, c'était une enfant qui ne jouait pas avec les autres enfants. Elle était attirée que par le monde d'adultes. Et particulièrement, elle passait son temps avec ma maman. Et voilà, elle jouait pas, elle se confiait avec ma maman. Elle faisait des activités avec elle, des copines de 60 ans, mais pas... On peut dire qu'elle était un peu précoce ? Elle était précoce au niveau de la maturité. Ouais. Et ça se traduisait comment à l'école ? À l'école, elle n'avait pas du tout de copines. Les enfants, elle s'intéressait pas à elle, elle s'intéressait pas aux enfants, et les enfants ne s'intéressaient pas à elle, puisqu'elle avait des conversations un peu très matures même. Et du coup, elle était copine avec les maîtresses. Elle me ramenait les maîtresses à la maison, à déjeuner, à dîner. Et comment vous l'expliquez, ça, qu'elle soit aussi mature ? Je pense que j'ai une part de responsabilité parce que j'étais plutôt une maman copine, une femme enfant. Donc je pense que j'ai été un petit peu responsable de ça puisque j'avais un dialogue avec... Vous avez un dialogue avec elle, vous lui avez fait des confidences? Oui, des confidences, un dialogue avec elle plutôt de copine que de maman. Peut-être que je lui parlais de choses qu'elle n'avait pas à entendre à cet âge-là et c'est peut-être un peu de ma faute. Est-ce que ça veut dire que votre fille remettait en cause votre autorité ? Ah oui, complètement. J'étais pas du tout... quand je lui disais quelque chose, j'avais tort, elle m'écoutait pas. Enfin, voilà, il y avait toujours un mot à redire. Je disais blanc, elle disait noir. J'avais aucune autorité sur elle. Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission quand vous êtes venue la première fois ? Quand je suis venue, je ne me rendais pas totalement compte qu'il y avait un problème, mais au fond de moi, on m'en parlait en fait. Dans mon entourage, on me disait mais quand même, c'est pas normal. J'avais envie d'un avis extérieur et étant donné qu'il y avait un psy sur le plateau, ça m'intéressait. Je me disais, voilà, on va peut-être enfin me dire, bah oui, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. J'avais besoin de l'entendre. Alors, il y a 2 ans et demi, vous redoutiez que votre fille grandisse trop vite et qu'elle brûle les étapes, notamment avec les garçons. À l'époque, vous ne saviez pas du tout quel comportement adopter avec elle, d'autant que votre mère semblait vous avoir dépossédé de votre rôle. Avez-vous fini par retrouver chacune votre place aujourd'hui ? La réponse tout de suite en images. Jouer, ça l'intéresse pas. Elle aime pas du tout le monde des enfants. À 10 ans, la fille de Séverine, Romy, préférait s'entourer d'adultes, et particulièrement de sa grand-mère. Comment elle passe son temps libre ? Ah, son temps de libre, alors avec ma maman, elle a une relation avec elle qui est incroyable. Vous diriez quoi, une relation fusionnelle ? C'est sa maman, c'est fusionnel et c'est sa maman. C'est sa maman ou sa meilleure amie ? Sa meilleure amie et sa maman. Christiane, la mère de Séverine, était très heureuse de cette relation avec sa petite fille. Toutes les fins de semaine, c'est la fête, puisqu'elles arrivent à la campagne. Et j'abandonne même le lit conjugal, puisque Romy veut que je dorme avec elle dès le vendredi soir. Mais Séverine était à l'écart de ce duo, et la communication entre elle et sa fille Romy était rompue. Tout ce que je dis, c'est nul. C'est tout ce que j'aime, c'est pas beau. Donc en fait, je passe par ma maman. Elle prend souvent ma place. Par exemple, si on est sur la plage et que sa sœur se baigne, qui a 3 ans, je ne la surveille pas 2 secondes, elle va me dire « Mais t'es une mère indigne, non mais ta fille peut se noyer, tu la regardes ou pas ?» Pour Stéphane Clerget, notre pédopsychiatre, c'est toute la famille qui connaissait un déséquilibre. D'une certaine manière, elle s'est prise pour votre égale, elle s'est prise un peu, j'allais dire, pour la mère. Il faut que l'entourage vous aide, il rappelle votre autorité. Mais la grand-mère a un rôle important à jouer là-dedans. Ouais.
3 ans plus tard, Séverine nous révèle qu'elle ne s'attendait pas à être autant bouleversée en venant sur notre plateau. Avant de venir à l'émission, j'avais quelques petites angoisses, mais j'avais pas vraiment pris conscience que ma maman avait autant de place. Et quand je suis venue sur le plateau, là, j'ai eu un vrai déclic. Et là, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose qui va pas et j'ai plus ma place de maman et il faut que ça change. Ça peut pas rester comme ça. En tant que mère, ça me touchait énormément parce que on a mal parce qu'on se dit mon enfant il m'aime pas. Juste après l'émission, Séverine a alors décidé de mettre en place certains changements. Il fallait vraiment que je me repositionne le plus rapidement possible parce qu'il était encore temps vu son âge. Et donc là, j'ai commencé à penser à tout ce que je pouvais mettre en place pour couper un peu le lien avec ma maman, mais pas complètement. Je voulais pas blesser, je voulais pas faire mal. J'ai dit à Romy qu'il fallait aller à la campagne chez sa grand-mère qu'1 week-end sur 2. Et ça permettait en fait qu'elle ne voit pas sa grand-mère systématiquement tous les week-ends. En fait, j'ai créé l'ennui pour qu'elle ait l'idée de dire tiens, j'appelle une copine, je m'ennuie un petit peu. Et finalement, c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, tout doucement, elle a commencé à avoir des relations avec des amis déjà, donc c'était bien. Mais le plus important pour Séverine a été de se rapprocher de sa fille, Romy. J'ai réussi à reprendre ma place et à tisser des liens avec Romy en m'imposant tout doucement dans ses activités. Elle a commencé à être moins en contradiction avec moi. J'ai senti que petit à petit, je regagnais son cœur et maintenant, elle me fait des câlins, elle me fait des bisous. Le fait de retrouver tout ça, je me sens aujourd'hui plus épanouie. Je me sens maman, une vraie maman, quoi. Romy, sa fille, et Christiane, sa mère, ont toutes les deux été touchées par le témoignage de Séverine sur notre plateau. J'avais conscience que ma fille pouvait être blessée du contact permanent que j'avais avec ma petite fille. Bien qu'elle me disait non, moi je pensais bien que ça pouvait lui faire mal. Après l'émission, j'ai compris que j'étais dure avec ma maman, donc qu'il fallait peut-être que je sois plus gentille et moins se disputer. Mais témoigner a aussi été bénéfique pour Christiane, qui n'imaginait pas un tel impact sur toute la famille. J'ai pris conscience qu'il fallait essayer d'encourager Romy un petit peu à faire des choses autres qu'avec des adultes et qu'il fallait qu'elle se rapproche un peu plus de ses sœurs et de sa maman. Ma mamie m'a encouragée à quelque part me réconcilier, dialoguer avec ma maman. Maintenant, j'ai une relation mère-fille. On s'entend mieux, on se dispute beaucoup moins. Je pense que Romy, maintenant, se confie un petit peu plus à sa maman. Elle est beaucoup plus proche. Au fil des années, chacune a retrouvé sa place. Et cela a aidé Romy à nouer des liens avec des enfants de son âge. Aujourd'hui, j'ai des copines de mon âge. Donc, je me les suis faites à mon entrée en 6e et ça me plaît. Il y a des choses que je fais avec mes copines et que mamie ne peut pas faire, comme le skate ou la trottinette. J'aimerais pas qu'elle soit sur le skate parce que j'aurais trop peur qu'elle tombe. Toutes les trois, on a repris nos places. Ma fille, effectivement, a pris sa place de maman. Romy, elle évolue bien puisqu'elle est quand même de plus en plus avec ses copines. Et puis moi, maintenant, je profite des trois pleinement sans que Romy se sente brimée. Quelques jours plus tard, mère et fille se retrouvent en tête-à-tête. On vient pour faire un brushing? Ouais. Ah ben. Elles ont décidé de s'accorder l'un de ces moments de complicité qui leur manquait tant. Elle les laisse pousser. Elle les laisse pousser? Enfin, elle ne les veut plus au carré. Ouais. Tu me dis si c'est chaud ou pas? Non, ça va. D'accord. Et aujourd'hui, la jeune fille est à l'écoute de sa maman. On fait quoi comme coiffure? Quelque chose de souple, naturel, assez naturel. Assez naturel? C'est bien? Ça te va? Ouais, j'aime bien passer des petits moments avec toi. Qu'on se raconte nos secrets. Je te demande des conseils. C'est sympa parce que maintenant, t'as tes petits moments avec mamie et tes petits moments avec maman. Ouais. Donc moi, je suis contente. Bon, ben voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Oh, ça me fait trop. Je suis contente. Oh, j'ai des bisous aussi maintenant. De retour dans leur maison de campagne, Séverine et Romy retrouvent Christiane, en pleine séance de dessin avec Neva et Daniline, les petites sœurs de Romy. Vous dessinez qui alors? Moi, je dessine Romy. Romy? Waouh, ça lui ressemble. Hein. Oh, canon.
Mais ce week-end, Romy et ses petites sœurs ont d'autres projets que le dessin. Elles ont souhaité organiser une petite fête entre filles. Tu vas voir si tu t'en sors? Oui, c'est bien. T'as compris le principe? Bah oui. Très bien. Et c'est avec leur mamie qu'elle se charge des préparatifs. J'essaye de leur consacrer autant de temps que je consacre à Romy, parce que je me suis rendu compte que peut-être elles en souffraient. Donc maintenant, j'essaye d'être équitable avec les trois. Mes petites filles, ce sont mes rayons de soleil et puis je les aime plus que tout au monde. Vas-y, maman, lance. Pour cette fameuse petite fête, Romy retrouve ses copines, Léna, Mathilde et Léa. Au programme pour les filles, des déhanchés en musique. Romy a désormais des activités de son âge. Un changement qui rassure la mère et la grand-mère. T'as vu, elle s'amuse bien avec ses copines maintenant, par rapport à avant où elle était drôlement plus renfermée sur elle-même. Ah oui, oui. Là, c'est cool. Elle change et puis je pense qu'elle va encore changer, c'est bien. Ouais, elle progresse pas mal, ouais. Je suis plutôt heureuse qu'on ait fait des efforts toutes les deux pour que Romy aussi, elle retrouve sa place de petite fille avec sa maman. On est plutôt sur la bonne voie et je suis complètement épanouie. Merci, ma petite maman. Il est déjà l'heure du coucher. Et ce n'est pas dans le lit de mamie que Romy dormira ce soir, mais bien avec ses copines. Les filles, vous êtes en pyjama? Je suis en train d'installer tout, vous allez me dire où vous dormez. Bon, je vous laisse tout ça comme ça, vous vous débrouillerez. Hein, vous ferez vous-même. Okay. Bon, vous êtes sûrs que je peux pas rester avec vous? Non. Bah alors je vous laisse, tant pis. Hein. Salut les filles. On fait une bataille de cochons. Ok. Elle va se prendre le lustre, Mathilde. Romy et Christiane nous ont rejoints. Romy, c'est quand même plus rigolo d'être avec ses copines qu'avec sa mamie, non? Oui, enfin, je m'amuse bien avec mes copines et j'ai des activités différentes avec ma mamie. Bon, d'accord. Et la mamie n'est pas brimée de voir moins Romy, parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez peur qu'elle le soit brimée, mais vous? Non, je ne suis pas brimée parce que je pense qu'il fallait le faire pour le bien-être de Romy et pour qu'elle grandisse aussi. Et puis aussi qu'elle prenne un petit peu de recul par rapport à moi et enfin à mon mari aussi, parce que nous ne sommes pas éternels et on ne sait jamais. Il faut quand même se préparer aussi un petit peu à prendre du large. Comment vous expliquez que vous ayez eu autant d'emprise sur elle? Eh bien, je l'explique tout simplement par les circonstances que Romy a vécues dans sa petite enfance, par rapport à la séparation de ses parents. D'accord. Je m'en suis beaucoup occupée et je pense que le lien s'est fait à ce moment-là et accentué à ce moment-là parce qu'évidemment, elle recherchait du réconfort et de la solidité, enfin, oui, de la solidité. En quoi l'émission vous a-t-elle ouvert les yeux? Vous vous êtes rendu compte, en venant sur le plateau, que vous n'étiez peut-être pas à vos vraies places les unes et les autres? L'émission, oui, m'a interpellée quand même par rapport, oui, à la place que j'occupais dans le cœur de Romy. Et surtout, peut-être par rapport au mal inconscient que pouvait ressentir ma fille. Et donc, j'ai fait tout ce que je pouvais pour rapprocher Romy de sa maman. Et Romy, tu t'en es rendu compte, toi, que tu passais peut-être pas suffisamment de temps avec ta maman et avec tes copines? Alors, après l'émission, je me suis rendu compte que je restais plus avec ma grand-mère qu'avec maman et mes copines. Et j'ai commencé à jouer avec mes sœurs et rester avec des amis de mon âge. Et tu t'en es rendu compte toute seule ou on te l'a dit? Ma grand-mère m'a beaucoup aidée à dialoguer avec ma maman, à me faire des amis. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe du temps avec tout le monde. Alors, décris-nous les week-ends que tu passes maintenant. Alors, quand c'est avec ta grand-mère, tu fais quoi? Alors, quand c'est avec ma grand-mère, le week-end, on fait des ateliers, du dessin, de l'aquarelle, on fait du shopping.
Et quand je suis avec mes amis, on va au bowling, on fait aussi du shopping. Et quand tu es avec ta maman? Quand c'est avec maman, on va chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. Ou du shopping. Ou du shopping. Le shopping revient sur les 3. D'accord, tu fais beaucoup de shopping. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, Christiane, que vous avez rectifié le tir? Oui, j'ai rectifié le tir, bien qu'on ait encore une grande complicité. Oui, j'ai rectifié le tir. Déjà, je ne dors plus avec elle. J'ai réintégré ma chambre. Quel bilan vous tirez de votre histoire? Le bilan est plutôt positif, je pense. Vous êtes très proches, la mère et la fille? Depuis l'émission, il y a des liens qui se sont créés plus forts entre nous. Parce que forcément, j'avais plus ma place non plus, puisque Romy avait une place de maman et fille avec ma maman à moi. Donc moi, j'avais plus de place de fille. Mais vous avez été très proche de votre mère, vous? Avant? Oui, j'ai été très proche. Après, il y a des choses, oui. Après, il y a des choses de la vie qui ont fait qu'on a été un peu éloignés, mais j'étais très proche de ma maman. Et donc, il y a eu beaucoup de choses à régler en même temps, là. En même temps, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre mère aujourd'hui? J'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait et de l'avoir compris, parce que j'avais peur de la blesser, j'avais peur de dire les choses. Donc, j'ai envie de la remercier, puisque c'est aussi grâce à elle aujourd'hui si on en est là et que tout le monde a retrouvé un peu une stabilité, une place. Très pudique et je sais pas, il y a un truc qui reste un peu fermé, j'ai l'impression, non? Oh non, je suis intimidée parce que on se dit les choses sur un plateau. C'est pas forcément mon truc. Je comprends. Mais il y a des choses rigolotes quand même qui se passent. Quand je suis au téléphone avec ma fille le soir, Romy court dans sa chambre pour m'appeler sur mon portable et me dire « Raccroche, je veux t'appeler ». Oui, elle est jalouse maintenant. Elle est jalouse parce que maintenant, qu'on se rapproche. Je téléphone à maman. Avant, je téléphonais beaucoup à maman tous les jours, en fait, comme Romy faisait, mais il y a un moment donné, je le faisais plus, j'avais plus ma place. Et donc là, je retéléphone à maman toute la journée, à longueur de journée, on s'appelle. Et dès que Romy voit que c'est occupé, elle appelle maman, en fait. Et vous avez des copines? Oui. Moi, j'ai des copines. C'est important aussi. Oui. Bon, merci en tout cas à toutes les 3 d'être venues et on se réjouit que vous ayez chacune retrouvé vos places. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Toi qui commences, pourquoi elle s'appelle Romy? Parce que j'avais une amie quand j'avais 15 ans qui avait sa petite cousine qui s'appelait Romy et j'avais trouvé ça très mignon en fait. C'est pas Romy Schneider. C'est pas Romy Schneider. Bon. Merci. Comment? Ça aurait pu. Oui. Merci à toutes les 3, merci pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. Aux yeux de tous, elles avaient trouvé le mari idéal. C'était ce que j'attendais depuis toujours, un enfant, une maison, un homme, ça allait être super. J'étais sur mon petit nuage au pays des bisounours. Attentionné, gentil, quoi, un homme très très gentil. Mais en privé, cet homme avait un tout autre visage. Il est devenu violent. Il a commencé à me dévaloriser. Je prenais des claques régulièrement. Je regarde ses mails, je tombe sur des échanges avec quelqu'un, sur des photos homosexuelles, de transsexuels, c'est explicite. Après avoir sauvé les apparences, elles ont trouvé la force de mettre un terme à leur calvaire. On y reste par habitude et on a tellement peur de que tout s'écroule et puis c'est monté crescendo, on va dire. Donc là, je suis allée à la gendarmerie. Je me suis réveillée un jour en disant je vais partir. Aujourd'hui, je vais bien, je vais très bien. Je dis que la vie, elle est très belle.